Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, depuis un certain nombre d'années, des neurosciences ont quitté les laboratoires, elles sont dans le champ du travail, quelquefois de la performance, de la compréhension des comportements humains. Non pour promettre nécessairement des recettes miracles, mais pour éclairer certains aspects qui se jouent au cœur de l'action, la motivation, l'humeur, la capacité à décider, la volonté d'agir, et parfois aussi le deuil, celui d'une situation, d'un projet, d'une organisation qui change. Pas d'une défaite, en l'occurrence, qui est dans les mémoires. Alors dans l'entreprise, la performance n'est jamais uniquement technique, elle est aussi cognitive. Elle dépend de la manière dont le cerveau traite l'incertitude, le stress, la perte, mais aussi l'élan, l'engagement et le sens. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous voulez prendre la parole, émettre des avis, vous pouvez nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité, Maryam Hello, qu'on retrouve cette année. Bonjour. Hello Bad. Alors, Maryam Hello, DG de Compétences Plus, business coach. Et on savait que le foot, ça donnait de la joie. Mais on ne savait pas que ça pouvait rendre méchant. Ouais, bah écoute, je crois que c'est impossible quand tu rencontres un Marocain ou une Marocaine depuis qu'on organise la CAN et même après la finale. Il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée qui m'a pas dit Maryam, il a envie de commenter la finale, il a envie de parler de la finale, il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Et je pense les gens en ont gros sur le cœur. En gros sur le cœur, à juste titre. À juste titre. Tu sais, ce qu'on va dire à la radio n'engage que nous, n'engagera que moi, et chacun a le droit d'exprimer ses opinions ou son analyse. C'est clair que notre joie aurait été complète avec la victoire. Mais alhamdoulilah, en fait, ce que je note, c'est surtout la très grande fierté de beaucoup de Marocains et de Marocaines, et la très grande gratitude qu'on a envers le sélectionneur national, qu'il ait fait des erreurs ou pas, qu'il ait rentré des joueurs à temps ou pas, Le Mohim, on est arrivé en finale, on a vu des joueurs qui étaient géniaux. Yacine Bono, on l'aime absolument à la folie, et ça, je pense qu'il y a l'unanimité là-dessus. Tous les joueurs ont joué un jeu extraordinaire, malgré la fatigue, la blessure. Moi, je me rappelle de Neil Ainaoui. Moi, je m'inquiétais, j'imagine comme des millions de Marocains qui s'inquiétaient après sa blessure au sang. Et c'est pour ça que alhamdoulilah, nos joueurs n'ont pas démérité. Il y a eu une attitude inacceptable du sélectionneur sénégalais, même avant le début du match. Moi, je pense que les propos qui ont été tenus doivent faire l'objet de poursuites en justice et bien au-delà et de sanctions. Mais libre à chacun, si les victoires à la Pyrrhus, ça existe, mais les personnes peuvent abîmer leur victoire. C'est le cas. Et les personnes peuvent préserver leur dignité. C'était le cas quand on a entendu la prise de parole de notre sélectionneur marocain. Il y a des paroles qui sont dignes et effectivement des attitudes qui le sont moins. Chacun effectivement est maître et responsable de ses choix, de ses décisions. Exactement. Après, exactement. Oui, donc, exactement. Mais tu sais que quand tu chauffes à blanc un public, quand tu chauffes à blanc tes joueurs, quand tu les incites à des actes antisportifs, quand il y a une méfiance basée sur qu'en dira-t-on, basée sur du colportage, basée sur ce qui t'arrange, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est ce que on l'étudiera tout à l'heure dans les neurosciences. Non, les préjugés, mais tu sais que les préjugés, Allah yarhamou, le stadier ce matin, le stadier Mskin qui a été blessé suite aux altercations avec les supporters sénégalais, est décédé aujourd'hui. Allah yarhamou, pourquoi en arriver là? Tu vois comment le préjugé peut causer des débordements, peut inciter à la haine, à la colère, et peut inciter à des actes irréversibles, dont la mort d'une personne qui était supposée juste protéger la sécurité des uns et des autres. Pourquoi en arriver là? C'est justement ceux qui ont la responsabilité. Justement, on ne peut pas être entraîneur qui veut. Un entraîneur doit savoir gérer ses émotions, c'est la base. J'entends bien. Non, mais quand seul le résultat compte, quel que soit le moyen d'y arriver, nous importe. Seul le résultat compte, la manière, on va mettre de côté. Résultat, justement, aujourd'hui ne compte plus. Quand il y a des débordements, des hostilités et des actes malsains et des paroles malsaines qui ont été prononcées dans le stade et après... Oui, mais pour nous, mais dans l'esprit de celui qui a pris qui a eu ce type d'attitude et qui a pris ce type de décision, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, seul le résultat compte. C'est-à-dire mettre
dans l'esprit des joueurs qu'ils subissent une injustice et qu'ils rentrent avec l'énergie de la colère. C'est tout. Quand tu parles à des étudiants aujourd'hui, et certains de mes confrères et consoeurs ont parlé avec leurs étudiants respectifs dans les 4 coins du royaume, quand il y a unanimité sur l'analyse du match et quand il y a regret de cette fragilisation de la fraternité maroco-sénégalaise à cause de comportements irresponsables, je rappelle, à cause de comportements irresponsables de certains individus et de paroles dites qui ont des portées très très graves parce qu'ils ont chauffé à blanc les cœurs et les esprits de gens. Tu sais, quand il y a des passionnés de foot et qui entendent que ou qui entendent que ça et qu'il y a une haine et une colère qui est attisée, il n'y a rien de pire que ceux qui attisent la colère. Ceux qui sont dans des postes de responsabilité et qui attisent la colère. Et quand tu mets à mal cette fraternité-là et cette histoire qui nous dépasse, qui est peut-être même avant notre naissance, parce que ça, non, je suis désolée. À un moment donné, où est la responsabilité de certaines personnes ? Ils doivent être sanctionnés. Oui, mais la responsabilité de tout un chacun, c'est de se laisser emporter. Tous ces joueurs ne se sont pas laissés emporter par cette énergie-là. Heureusement, Sadio Mané était au moins à la hauteur. Tous les individus sont responsables de leur soupe intérieure. Oui. Tous les individus sont responsables des billets qu'ils acceptent d'être moteurs dans leur vie et dans leur perception. Si on met de côté cette responsabilité-là, effectivement, on va pas se plaindre lorsque notre soupe ne ressemble à rien ou lorsque on y met de mauvais sentiments et qu'on laisse ces mauvais sentiments déborder. En tout cas, si on peut parler de certaines choses qui sont hautement émotionnelles et à chaud, on peut dire que les Marocains ont ressenti la blessure de la trahison. Parce que tu ne peux pas ressentir la blessure de la trahison de la part de quelqu'un que tu n'apprécies pas. Tu ne ressens de la blessure de la trahison que de quelqu'un que tu as apprécié, peut-être idéalisé, peut-être trop idéalisé, et qui t'a planté un couteau dans le dos. Et ça, c'est clair. Il y a une blessure de la trahison que beaucoup de mes compatriotes sentent aujourd'hui. Parce que là aussi, l'hospitalité marocaine, l'accueil, les conditions, la confiance, elle a été mise. Parce qu'on a investi pas que sur les stades, on a investi aussi sur la fraternité, sur cette coopération, sur beaucoup de choses. Et quand tu vois que ça a été ruiné en quelques secondes et en quelques minutes, c'est-à-dire que l'effort de construction aussi mettra du temps. Il va falloir des hommes et des femmes qui reconstruisent tout cela. On ne dit pas que tout est détruit pour toujours. Mais là, on est à 48 heures après. Oui, des événements infiniment plus tragiques qui ont vu des peuples après. Il y a eu des Marocains qui ont été blessés au Sénégal. Il y a eu des Marocains qui ont été menacés, qui ont eu peur, qu'il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui dépassent l'état du sport. Mais c'est une question d'état d'esprit. Et effectivement, le sélectionneur a eu une attitude qui dénote d'un certain état d'esprit et qu'on peut soi-même souhaiter de reproduire ou effectivement s'en éloigner. Et ça c'est une décision qui incombe à tout un chacun. Évidemment que seules les autorités compétentes et les autorités qui ont été, on va dire, appelées à émettre aussi un verdict même post-match, mais il y a une nécessité de réparation. Tu sais, dans la vie, même les victimes d'injustice demandent réparation. Pourquoi il y a justice ? Parce qu'il y a un préjudice moral qui a été fait, au-delà des préjudices physiques, au-delà du préjudice matériel et du cassage des chaises qui a lieu dans les stades, au-delà des blessures infligées aux forces de l'ordre, au-delà des bagarres entre les supporters et des gens qui ont été dans le coma et le stadier qui est aujourd'hui décédé. Donc il y a nécessité de réparation et que ça serve d'exemple. Ça sert d'exemple. Il y a plein de manifestations sportives qui sont organisées de par le monde. Que faire si on tolère ce type d'action et ce type de retrait et ce type de retour ? Mais ça ne doit pas être enregistré comme un précédent, même sur le plan juridique. Il y a une réaction effectivement des responsables ou des autorités sportives, mais soi-même on peut décider d'être le vecteur de mauvais sentiments ou de bons sentiments. C'est tout ce que j'essaie de faire entendre. Même dans le deuil, et même quand quelqu'un quand quelqu'un n'est pas digne de l'attitude entre guillemets qu'on peut avoir vis-à-vis de lui, de bonté ou d'accueil ou d'hospitalité, cela n'abîme pas quelque chose de lumineux qu'on essaie de partager. Et on va parler des neurosciences, pourquoi ils sont au service des athlètes de haut niveau, mais aussi de monsieur et madame tout le monde, et aussi des parents et des étudiants et des élèves. Parce qu'aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? C'est cette capacité, cette dignité des joueurs marocains. Je pense à Yacine Bono, mais je pense à plein qui ont joué le rôle de médiateur et de pacificateur et d'apaisement lorsque l'hostilité et les tensions étaient au maximum. Quand tu vois des joueurs essayer de ramener la partie adverse au match alors qu'ils étaient en retrait, quand tu vois des joueurs calmer les esprits en surchauffe, quand tu vois des joueurs ignorer les paroles d'hostilité et se concentrer sur le jeu, mais je suis désolée, cette dépense énergétique-là, aujourd'hui, n'aurait pas dû être fait par les joueurs marocains parce que ça leur a enlevé leur concentration, leur focus dans le match. Ils ont joué un rôle qu'ils ne devaient pas jouer. Et quand on occupe une place qu'on ne doit pas occuper, même en psychologie, ça épuise le corps, ça épuise l'esprit et ça mène aux erreurs. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Mais ça peut nous honorer. Oui, mais il y a un prix à payer. Le prix a été payé. Mais le prix, c'est une coupe. Mais l'organisation, la CAN, c'est effectivement beaucoup d'énergie, d'organisation pour le coup, beaucoup de travail, que ce soit pour construire des stades. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ont la tête haute. Voilà, mais quelque part, ces joueurs-là se sont aussi investis. Oui. Aussi pour avoir la tête haute, parce qu'ils ont gagné notre cœur et nos esprits et le respect du monde entier, mais aussi ils méritent de remporter la coupe. Inch'Allah, je leur souhaite le bonheur pour la suite. On peut souhaiter que le meilleur à tout un chacun. Bon, on souhaitait y consacrer 2 à 3 minutes de notre émission d'introduction, mais c'est un sujet qui déborde, il déborde de partout. C'est un sujet passionnant de toute façon. Et on reviendra dans quelques instants après la respiration musicale, davantage sur notre thématique du jour, mais nous restons bien entendu ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Marie Mihlou. Je ne sais pas si on peut faire le deuil de quelque chose qu'on souhaitait et qui n'est pas arrivé. Marie Mihlou. Mais les neurosciences s'y intéressent aux étapes du deuil. Les psychologues, les psychiatres, effectivement, avant les neurosciences. C'est important que tu parles du deuil aujourd'hui. Parce qu'on est en train de vivre une phase de deuil. D'une victoire espérée qui n'est pas arrivée. D'une victoire espérée qui ne s'est pas arrivée. Et tu remarqueras que dans les recherches qui sont là, et on est en état de choc. Pour beaucoup de Marocains, sont en état de choc. Et c'est même exactement la première étape de la phase de deuil, qui est une phase de déni. C'est-à-dire tu sais, le cerveau, c'est pour ça que c'est très intéressant de se pencher sur le fonctionnement du cerveau, à la fois pour se prémunir d'une charge mentale très élevée, mais aussi pour augmenter ses performances, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En phase de choc, dans cette phase-là, le cerveau refuse l'information pour se protéger de ce choc-là qui est trop violent. Il est comme dans un déni, il est comme anesthésié. C'est peut-être le cas, c'est une hypothèse pour Brahim Diaz, après les 15 minutes d'interruption du match volontairement manipulé par l'entraîneur sénégalais. C'est un état de choc qui a été infligé littéralement, un choc émotionnel qui a été infligé aux joueurs de la sélection marocaine. Après le choc, qui est la première étape du deuil, c'est un choc, c'est un déni. Le cerveau, il se dit c'est pas possible en boucle et il bug. Deuxième étape qui est très importante et qu'on a vu aussi, c'est la colère. La colère, c'est quoi? Et c'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Le choc se transforme immédiatement en frustration. Mais on recherche un responsable. Shkoun huwa le responsable de ça, de ce qui a été fait, de cette injustice, de cette hugra. Qui est le responsable? On peut s'en vouloir à nous-mêmes. Certains en ont voulu à Brahim Diaz, à tort, je pense, parce qu'on ne peut pas en vouloir à un joueur qui a autant donné pour la sélection marocaine et qui nous a menés jusqu'ici, jusqu'à la finale et qui a voulu travailler pour la sélection marocaine. On ne le remerciera jamais assez. On peut en vouloir aux médecins, on peut en vouloir au staff, on peut en vouloir à Raslavoka, à Walid Regragui. C'est ça l'étape de la colère. Et après la colère vient une étape qui est très importante pour le cerveau. Là, le cerveau essaie de négocier un retour à la normale. Comme qu'on revienne à la normale. Business as usual. Parce qu'on essaie de diminuer la douleur. Tu sais qu'il n'y a pas que le corps qui souffre. Le cerveau souffre aussi. C'est pour ça qu'on dit aussi que les processus de récupération de deuil, dans les analyses modernes, se font sous la forme de montagnes russes. On peut aller vers la colère, revenir au déni, et se dire, c'est pas possible ce qui est arrivé, c'est pas possible de la part de frères. Revenir à la tristesse, revenir à la
colère. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes. On croit que c'est linéaire parce que les recherches neuroscientifiques et les recherches de psychiatrie ont montré qu'il y avait 5 ou 6 étapes pour arriver à restaurer le fonctionnement du cerveau à la normale. Et qu'entre les individus, ces étapes-là peuvent différer. Il y en a et on le dit, il y en a qui digèrent très rapidement les événements. Il y a un retour à la normale. Il y en a qui mettent du temps à accepter. Même pas par l'ensemble de ces étapes. Oui, mais qui passent très très rapidement. Parce que c'est nécessaire de vivre les émotions. Ce que les recherches neuroscientifiques nous montrent, alors pas évidemment peut-être en période de compétition, on va y revenir, parce qu'ils doivent s'entraîner à se dissocier de certaines émotions pour garder leur focus du match. Moi, je parle de tous les supporters marocains aujourd'hui et le deuil qui doit et qui devrait se faire dans les jours et les semaines à venir. C'est que il y a eu le choc, il y a eu cette espèce de colère, il y a eu cette espèce de marchandage, un retour à une situation normale. Il y a une forme de tristesse, c'est ce qu'on appelle la tristesse, elle dépressurise le système. C'est quand la réalité s'impose et qu'on réalise, ça y est, qu'on a perdu, c'est fini, il y a une phase de on calme le système. Et c'est la phase de tristesse, parce qu'on est en train de réaliser l'amertume de la situation et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est là qu'arrive la phase de l'acceptation à la fin de, t'imagines, de cette boucle-là, c'est-à-dire qu'on va apprendre à vivre avec ces douleurs, à vivre avec la déception par rapport aux supporters sénégalais, à vivre avec la manipulation qui a été faite ou la pseudo-manipulation qui aurait été faite. Et on recommence à se projeter à nouveau vers nos objectifs et vers les objectifs qui sont plus réalistes. Oui, s'il fallait partager peut-être un sentiment personnel, en observant ce qui s'est passé, j'ai ressenti simplement de la tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, on observe, quand on est spectateur, on est observateur, et c'est une finale. Et l'attitude, il y a des attitudes qui dégradent l'événement. Et ce qui s'est passé a dégradé, disons, l'événement, mais c'est la responsabilité de ceux qui ont initié effectivement ce mouvement. Alors, moi, j'étais simplement dans la tristesse, mais c'est ainsi. Alors, franchement, c'était ce qui... C'est ce que disent les psychologues et les neuroscientifiques aussi. La durée du deuil est variable entre les individus. Il n'y a pas de temps normal pour faire son deuil. Chaque individu possède son propre rythme. Badr, avec son conditionnement éducatif, avec l'éducation de ses parents, avec les valeurs qui lui ont été transmises, avec peut-être les autres événements qui ont forgé sa personnalité, peut-être que tu as appris à traverser les deuils plus rapidement et à relativiser. D'autres personnes, mais j'ai vu des vidéos la fois qui sont à la fois drôles mais aussi très parlantes de sens. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont dit que ce deuil-là a provoqué leur incapacité de manger, de dormir. Il y a eu des gens qui ont dit je ne peux pas dormir, il est 5h du matin, je ne peux pas dormir. C'est une forme de deuil qui invalide, disons, un retour à la normale pendant quelques heures ou quelques jours, mais c'est tout à fait normal et quelque part chacun doit vivre son deuil comme il le peut. Pas comme il le veut, comme il le peut. Bien entendu, on ne peut faire que ce qu'on peut. On souhaite ce qu'on veut, mais bon, dans la pratique, on fait avec les moyens qui sont à notre disposition. Alors le temps, c'est ce qui est à notre disposition, mais on en abuse, puisqu'il est bientôt 10h31. On va céder la parole à Karim Dronet qui nous présente les actualités. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Mélie Mehlou, qui est business coach et qui est des jeux de compétences plus. Alors, je ne sais pas quel est le sentiment qui a dominé. Bon, ça dépend. En tant que spectateur, mais bon, le deuil, on a pris l'exemple du match, de la finale. Mais on peut effectivement élargir parce que le deuil, ça concerne essentiellement la perte des êtres chers et qu'on a du mal à accepter parce que il y a une présence qui est bénéfique ou quelque chose qui fait partie de sa vie et qui part. Et c'est cette absence-là qu'on peut avoir beaucoup de mal à accepter. Tu sais, justement, le deuil est un mot qui est très grand, c'est presque un mot valise. Et en psychologie, on s'intéresse beaucoup au deuil. Le deuil, ça peut être le départ d'un ami, ça peut être la fin d'une illusion sur une amie. La fin d'une illusion, c'est un processus de deuil. La fin d'une idéalisation de... Et je termine le propos. Je te cite les exemples et après on peut voir si c'est bénéfique ou pas. Les illusions
l'illusion des fois qu'on se fait sur son conjoint, sa conjointe, sur la possibilité de réussir ou pas, sur un ami qu'on idéalisait, sur un frère qu'on idéalisait, sur quelque chose. La fin d'une illusion marque le deuil, le démarrage du deuil pour la personne. Parce qu'on va passer par le choc, par la colère, par le déni, par la tristesse et par la recherche du sens. Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui ? Alors, les gens se posent la question, pourquoi ça nous arrive à nous ? Et c'est nécessaire à un moment donné du deuil de se poser la question. Il y a le deuil d'un emploi, il y a le deuil de son école ou de son université, il y a le deuil d'un professeur qui nous a marqués. Et on a eu un professeur remplaçant de maths ou de physique ou de philosophie qu'on a moins apprécié parce qu'on ne voulait pas le remplaçant. Il y a le deuil de son chien, de son chat. Si on adore effectivement s'occuper des animaux et qu'on a perdu, et ça arrive à beaucoup de gens de perdre un animal de compagnie avec qui ils ont grandi, qui a passé 10-15 ans avec eux. Donc, le deuil, c'est un processus malheureusement auquel on ne peut pas échapper. Bien sûr, il y a le départ vers l'au-delà et bien évidemment, il y a le décès de certaines personnes chères qu'on vit comme un deuil. Et là, il y a des liens de sang ou bien des liens d'amitié qui nous relient à cette personne. Et justement, le deuil, c'est une perte de lien quelque part. Oui, mais ce que j'entends, c'est le deuil, c'est une forme d'attente déçue. Alors, on a des attentes vis-à-vis de la réalité, de la vie, de ses amis, de son travail. Ou de liens existants, et les choses se passent différemment de ce qu'on imagine. Bien sûr. Et le fait d'observer ce décalage, ça crée effectivement cette cascade d'étapes que j'entends à l'instant. Mais comment ne pas percevoir positivement la fin d'une illusion ? Comment ne pas percevoir positivement la fin d'une illusion ? Tu sais, c'est une très bonne question que tu poses parce que tous les spécialistes en psychologie, en psychiatrie s'accordent qu'il faudrait arriver au moment où on transforme sa douleur, où on transforme sa souffrance, où on transforme sa colère et sa tristesse en quelque chose de plus constructif pour soi et plus constructif pour sa communauté. Quelque part, mais pour opérer ce virage-là, il est nécessaire de passer par les étapes d'avant. Il faut digérer quelque chose. Même le processus de digestion, si tu manges un aliment, alors bien évidemment, tu digères pas. Et c'est ça aussi les événements de la vie. On ne fait pas le deuil des événements de la vie parce qu'on ne digère pas un Mars ou un Snickers ou un chocolat comme on digère une pastille aux fruits de mer, comme on digère un méchoui, comme on digère un burger. Les événements n'ont pas la même intensité, n'ont pas le même effet, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même impact. La fin d'un licenciement, c'est un deuil qui est grand envers justement une institution, peut-être avec qui on a passé des années, peut-être avec qui on a donné de son temps, de son énergie, de sa santé, de sa vie, et on est mis sur le carreau, à tort, à raison, pour une faute grave, à cause de l'intelligence artificielle, du remplacement des jobs, peu importe, un licenciement peut être vécu comme une hagra, comme une injustice. Et donc là, les étapes de reconstruction interviendront, seront nécessaires pour transformer. J'ai vu récemment dans les réseaux sociaux par rapport au match, je m'excuse de citer cet exemple-là, mais c'est un exemple concret qui nous parle tous et qui symbolise une actualité brûlante, j'allais te dire. C'est que certaines personnes disaient, alhamdoulilah, gratitude, louange à Dieu, effectivement, qu'on n'a pas remporté ce match. Alhamdoulilah. J'ai même vu un humoriste qui a dit, on nous en a voulu pour tout. On nous a voulu pour construire des stades modernes, on nous a voulu pour avoir des infrastructures et des hôtels au niveau, on nous a voulu pour notre bonne hospitalité, on nous en a voulu parce qu'on a d'excellents joueurs et un excellent sélectionneur et on nous en a voulu pour tout. Est-ce qu'on fait bien pour être bien vu ? Attends, je vais arriver à l'image de soi et la perception et la confiance en soi qu'on doit garder malgré les suspicions. Alors quand tu as le sentiment à tort ou à raison, parce que selon les spécialistes, Albert Moucheber en tête, qui est un grand psychologue aujourd'hui, qui est cité comme une très grande référence sur le plan de la psychologie francophone, il dit que notre cerveau nous ment. Littéralement, notre cerveau nous joue des tours. C'est un de ses grands postulats. Et notre cerveau a besoin de se rattacher à une réalité même fausse pour continuer à exister parce qu'il ne peut pas s'attacher au néant. Donc, il s'attache à ce qu'il a, à ce qu'il voit. En fait, littéralement, il dit que développons notre esprit critique. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est capable de boucher les trous de la réalité
quand il n'a pas tous les éléments d'un puzzle, il commence à boucher les trous de la réalité ou de créer des causalités, des relations de cause à effet qui sont complètement loufoques ou hypothétiques, mais parce qu'il ne supporte pas le néant et le vide, parce qu'il a besoin de trouver une raison, un sens à ce qui lui arrive. Certains vont s'attacher à de la spiritualité, à de la religion, parce que des fois, quand on vit une très grande injustice, une très grande suspicion, une très grande trahison, heureusement que le réflexe de repli sur soi et de retour à la religion et de retour aux bases, qui dit la'allahu khair. En fait, la'allahu khair, qu'il y a peut-être une sagesse plus grande qui nous dépasse, qui dépasse ma raison à moi en tant qu'individu, quel que soit mon âge, que j'ai 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il y a une sagesse plus grande. Qui est extrêmement bénéfique pour une raison très simple. C'est qu'on n'est pas l'ordonnateur du monde, ni des événements extérieurs. Et le monde ne se déroule pas souvent selon nos volontés personnelles. Il y a toujours ce décalage. Donc peut-être y a-t-il un bien, effectivement, que d'avoir ce postulat-là. Peut-être y a-t-il un bien au malheur qui nous arrive. C'est pour ça que face à des... maintes fois, on a pu observer dans son existence que ça a pu arriver à des occurrences extrêmement nombreuses. C'est pour ça qu'Albert Moukheber, qui est, quand je le répète, qui a pu mettre à mal des concepts ou des découvertes sur le cerveau. Par exemple, il disait on disait souvent que tout se joue avant 6 ans. Lui, il dit que c'est faux, que le cerveau, lui et d'autres spécialistes aujourd'hui du cerveau et d'autres neuroscientifiques disent que la plasticité du cerveau est telle que l'on peut apprendre à tout âge, que l'on peut comprendre à tout âge, que l'on peut se développer à tout âge, et que il y a une note qui est très importante, qu'il faut se parler extrêmement positivement. Qu'il faut se parler extrêmement positivement malgré le bruit ambiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là aussi en checkant les réseaux sociaux, on a l'impression que l'Afrique nous déteste. C'est quelque chose qui est ressorti dans les tendances ces 48 heures. On a l'impression que les gens célébraient nos défaites. Alors bien sûr qu'il faut se méfier. C'est là où il y a l'esprit critique. Malgré les apparences, il faut que on réfléchisse un peu. Les réseaux sociaux sont là pour amplifier les paroles de quelques individus. N'oublions pas que la critique, comme dans la vie courante, ceux qui critiquent sont une partie de la population. Ça ne représente pas toute la population. Donc attention aux généralisations qui peuvent se produire, à se sentir seul. Je sais qu'il y a des études et même des propos qui sont dits depuis 48 ans que le Maroc est une île, que le Maroc, etc. Mais des fois, les individus comme les collectifs ou les groupes humains ont envie de se sentir, entre guillemets, esseulés, parfois détestés, pour la raison que ça produit une énergie. Quand on se sent agressé, on sent en soi une vigueur, entre guillemets, qui est mauvaise, mais c'est peut-être l'effet recherché. C'est là où il faut que les individus se posent et réfléchissent. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train d'amplifier parce que c'est construit, les algorithmes sont construits sur le bad buzz. Oui. La viralité est construite sur des contenus agressifs et violents. Haineux, mais parce que des suspicions préalables avant le match. Mais voilà ce que je te dis. Il y a une responsabilité, ce qu'on disait dans l'émission, il y a une responsabilité d'une parole émise, surtout que lorsqu'on sait que les paroles négatives sont amplifiées par les réseaux sociaux parce que ça crée de la viralité et l'algorithme se nourrit de ça, de ces vues-là. Donc les contenus qui sont lisses, gentils, bienveillants, tout doux, tout mignons, passent plus à la trappe, et les contenus qui sont dits agressifs, qui appellent, sont des fois beaucoup plus partagés parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc attention. Oui. Et on le disait, le cerveau peut nous mentir ou peut nous induire en erreur et peut provoquer des erreurs de jugement. Attention aux erreurs de jugement qu'on peut avoir dans les moments qui sont dits critiques comme ça, parce que c'est des moments critiques où on peut se sentir victime, alors que c'est pas du tout de notre intérêt de se sentir victime. Pour le coup, ce n'est pas bon, ni pour notre psychologie, ni pour ce qu'on est en train de construire. Absolument. Et s'il est des acteurs qui comprennent le rôle des biais de perception et effectivement quelquefois du rôle des paroles entre guillemets conflictuelles, je veux dire, des paroles entre guillemets qui sont des paroles qui sont à forte charge émotionnelle. Et ben ce sont les réseaux sociaux. S'il est des acteurs qui ont compris le rôle des neurosciences pour amplifier
disons, l'audience et l'aura qu'elles ont sont effectivement ceux qui décident de ce qui est mis en avant. Et c'est pour ça que, par exemple, dans des périodes de compétition, je vais citer l'exemple de Novak Djokovic, mais de Cristiano Ronaldo ou de Simone Biles, ils se coupent des réseaux sociaux. Pour quelles raisons ? Pour ne pas être envahis par des éléments qui ne leur appartiennent pas et qui vont leur faire perdre leur concentration et leur focus. Oui. Aujourd'hui, le Maroc et les Marocains vont faire leur deuil. Et ils doivent se rappeler de l'essentiel quelque part. Mais ce message-là, je me l'adresse à moi. C'est quoi l'essentiel ? C'est que le meilleur reste à venir et qu'on est là pour continuer à construire. Oui, on regarde dans le rétroviseur pour en tirer des leçons, mais on ne se victimise pas parce que ce n'est pas constructif, ni pour notre bien-être mental, parce que quand on est victime, on se replie et on peut faire des erreurs. Mais par contre, quand on est acteur de son destin, ok, très bien, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui aboient, il y a des gens qui profèrent des paroles qui peuvent nous tirer vers les marécages et vers les bas-fonds. Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que j'autorise mon cerveau ou bien je fais une pause et je me dis non, je ne vais pas aller dans les marécages et dans les bas-fonds. Mais ce que tu dis, Mme Mhlou, pour moi, ça s'apparente à de l'hygiène mentale. Parce que il y a des perceptions qu'on a et on peut avoir un regard sur ces perceptions. Et si on décide de ne pas avoir de regard sur ces perceptions, c'est qu'on décide d'être esclave du regard des autres et de leurs actions. Parce que si on n'observe pas qu'on a le choix de décider effectivement de la façon qu'on a d'observer même ses propres biais de perception, à ce moment-là, entre guillemets, on a lâché les mains du guidon. Mais c'est pour ça que quand je dis souvent que qu'il est intéressant de revenir aux fondamentaux et que la prière, la méditation, aujourd'hui qui sont aussi plébiscités par des joueurs de haut niveau et des athlètes, les athlètes ne diffèrent pas de nous. Les athlètes sont là pour protéger leur cerveau en cas de crise, les managers sont là pour protéger leur cerveau et ceux de leurs collègues en cas de crise, et les athlètes doivent garder leur concentration et leur focus pendant des matchs importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne doivent pas se laisser déstabiliser par les adversaires ni par le public. Novak Djokovic a été connu pour ça. D'ailleurs, il y a eu tellement d'émissions qui ont montré comment il a utilisé des préparateurs mentaux et des neuroscientifiques, comment il s'est appuyé dans son hygiène de vie globale. Il a compris maintenant que le sommeil était ultra réparateur, mais il n'est pas le seul athlète de haut niveau qui a utilisé les phases de récupération comme le sommeil. On sait qu'aujourd'hui qu'on branche des électrodes au cerveau des athlètes pour mesurer justement leur niveau de sommeil profond, leur capacité de récupération et même leur capacité de répondre à des contextes de crise. Tu imagines que dans l'AC Milan, alors cette équipe de foot qui est mythique, l'AC Milan ou le Real Madrid, des équipes de foot mythiques, aujourd'hui les neuroscientifiques font partie des staffs, soit ils les appellent régulièrement, soit ils font partie carrément de leur staff avec les préparateurs physiques, etc. Il y a même des salles qu'on appelle des mind rooms, littéralement des salles de cerveau où on simule, où on fait des tests, on fait passer des tests cognitifs, des tests de rapidité avec des logiciels et on est en train de voir quoi ? La capacité de gérer le stress, la capacité d'élargir sa perception, parce que tu imagines bien que dans un terrain de foot, qu'est-ce qui va compter ? La clarté de la vision, donc les yeux sont très importants. Il y a des recherches scientifiques absolument fascinantes, parce que 90% des actions que tu vas décider, c'est en fonction de ce que tu vois. Et ils ont mesuré, et les Gaules principalement, sont entraînés, les plus grands goals de ce monde, sont entraînés à pouvoir dessiner mentalement la trajectoire possible de la balle. Pourquoi ? Pour pouvoir l'arrêter. Littéralement, ils leur font faire des tests en blind test. C'est-à-dire que travailler leur sens dans le noir. Bien entendu. Mais c'est pour ça que Julinho, c'était le cauchemar des gardiens de but. Parce que les trajectoires n'avaient aucun sens pour le coup. Oui, mais tu vois ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, les neurosciences peuvent optimiser la performance des joueurs, leur rapidité sur leur terrain, leur élargissement de perception, leur récupération de la fatigue. Mais ça aussi, c'est hyper important. Parce que si tu as les jambes, mais que ton cerveau lâche, ça ne sert plus à rien. Si ton cerveau... T'imagines, il y a eu des études qui ont mesuré que les jambes étaient encore solides à la 90e minute, mais que le cerveau a lâché. Mais ça sert à quoi d'avoir des outils si le pilote, le commandant à bord n'est plus là pour piloter l'action ? Bien entendu, et effectivement, quand on s'intéresse au cerveau, on s'intéresse aux fréquences.
bien sûr. Les fréquences alpha, les ondes alpha. Le stress, c'est une fréquence. Bien sûr. Quand on est détendu, c'est une fréquence. Bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des entraînements. En tant qu'animateur, on est responsable des bonnes ondes. Oui, qui évidemment. Sont aussi des fréquences. Évidemment. Ça me permet de profiter de la respiration musicale avant de reprendre notre émission des experts qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et bien entendu, on reste ouvert à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 80. Et nous reprenons notre émission des experts ce matin avec Mehdi Mihlou, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Alors, nous poursuivons parfois les échanges durant la respiration musicale, à tort, bien entendu, parce qu'on peut profiter avec les auditeurs des choix musicaux de la programmation. Mais nous parlions effectivement, Mehdi Mihlou, des apports des neurosciences, entre guillemets, sur l'apprentissage ou les différentes étapes de l'apprentissage. Effectivement, et il y a un très grand chercheur dans le Collège de France qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui nous enseigne sur les 4 piliers de l'apprentissage qui peuvent servir à nous tous, comme aux élèves, comme aux enseignants, comme aux footballeurs. Et c'est un de ces concepts les plus célèbres. Je vais essayer de l'expliquer en quelques secondes. Les 4 piliers, c'est d'abord l'engagement, ensuite l'attention, ensuite l'engagement, ensuite le retour sur erreur et la consolidation. Et en fait, si on ne focalise pas le cerveau, l'information ne rentre pas. C'est la base, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Si vous êtes dispersés entre la tablette, le téléphone, la télé, comment voulez-vous apprendre la table de multiplication? Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est très important, dans des moments importants, de couper les téléphones lorsqu'on fait une tâche importante. Deuxième pilier, c'est l'engagement actif. En fait, on dit très souvent que dans la passivité, on n'apprend rien. Il faut l'expérience. Et c'est pour ça que toute la pédagogie moderne et de la méthode Montessori et d'autres sont autour de la manipulation manuelle, de se poser des questions, de tester des concepts, etc. C'est à travers l'expérience qu'on accède à l'apprentissage. Le troisième, c'est le retour sur erreur. Il y a des erreurs qui sont faites dans différents champs de notre vie, perso et pro. Et en fait, on doit recevoir des signaux immédiats de notre erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Et Albert Mocheber le disait souvent, l'erreur est une information. C'est une information clé pour progresser. Mais sans la punition. Il ne faut pas qu'il y ait de la punition. Alors ça, je le dis bien évidemment pour les parents avec leurs élèves. Mais on signale l'erreur sans pour autant punir, pour ne pas associer une émotion négative, parce que l'erreur est une source d'apprentissage. Et le quatrième, c'est la consolidation. Et c'est pour ça que les grands préparateurs physiques et mentaux savent que beaucoup d'informations sont intégrées pendant qu'on dort. C'est là qu'on apprend le plus. Alors, j'aimerais citer quand même quelqu'un, et parce qu'il a beaucoup aidé le foot français, et c'est l'un des experts français les plus réputés aujourd'hui dans le football professionnel, parce qu'il a travaillé beaucoup les questions de gestion de stress. Et franchement, même quand on travaille dans le monde corporate, il faut écouter comment on peut optimiser justement nos performances cérébrales sous pression. C'est Jean-Luc Quarteroni. En fait, son approche, c'est de se dire, et c'est le principe de la clarté mentale que je viens d'évoquer. En fait, il faut passer de l'instinct. Il faut essayer de faire passer les gens de l'instinct à la lucidité totale. Et justement, pourquoi les neurosciences sont intéressantes, pourquoi je parlais tout à l'heure de mesures avec des électrodes, etc., de tests de rapidité cognitive, d'élargir sa vision périphérique lorsqu'on est un joueur sur le terrain ou même lorsqu'on est un manager, pour observer ce qui se passe dans mon environnement, pour optimiser les sens et observer. Là, les techniques de biofeedback, ils aident à contrôler le système nerveux. Et si on arrive à automatiser des gestes techniques, on a des tirs de précision qui sont beaucoup plus importants. On arrive à être précis davantage dans ses gestes, dans ses actions, dans sa préparation, etc. En revanche, lorsqu'on est soumis à un stress intense, et là c'était le cas de gymnastes aussi célèbres comme Simone Biles par exemple, et d'autres tenniswomen qui, à des stades de la compétition avancée, je pense au JO de Tokyo par exemple pour Simone Biles, elle a dû arrêter la compétition parce que son cerveau a littéralement bugué. Oui. Sous la pression et le stress. On essaie d'être dans la précision, mais dans le respect des horaires. On a un peu débordé, légèrement, mais fort heureusement, nous avons le temps dans notre émission. On se retrouve après le flash d'information de Mourad Baba, qui vient de nous rejoindre sur le plateau d'Atlantique. Et bien entendu, on reste disposé à écouter vos avis si vous souhaitez les partager. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Il est 11h11.
Il n'est pas encore 11h30. Absolument. Ah oui. Bon, ouais. Oui, bon. Donc ce matin, je rappelle notre thématique. Nous parlons des neurosciences. Et l'usage qui en est fait, c'est quelquefois un usage au service de la performance, d'une maîtrise plus grande de ses perceptions. Et une maîtrise plus grande, entre guillemets, oui, de son attitude. Et de ce point de vue, on essaie de cultiver les meilleures attitudes, les meilleures réactions, et oui, cultiver la meilleure disposition d'esprit. Et de ce point de vue, on s'y intéresse dans le sport et dans l'entreprise. Alors, que nous disent ces neurosciences à cet effet ? En fait, effectivement, on a parlé des postulats, de certains postulats d'Albert Mocheiber ou de Stanislas Dehaene. Pourquoi on les cite aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des références incontournables. Ils ont fait beaucoup d'expériences et ils ont étudié plusieurs cas de figure pour arriver à leurs conclusions. Et une étude, ou en tout cas une conclusion qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que la récupération, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi neurologique. Mais ça pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'optimiser au maximum son sommeil et on ne le fait pas assez, c'est vrai que je l'ai dit avant la pause, c'est que le cerveau permet d'enregistrer les apprentissages, mais aussi permet de nettoyer le corps pendant la nuit. Et c'est très intéressant. Alors, malheureusement, tout le monde n'est pas athlète et malheureusement, tout le monde n'a pas accès à des capteurs pour mesurer, analyser les cycles de sommeil profond, quoique aujourd'hui, les montres intelligentes peuvent permettre d'y arriver. Les joueurs professionnels dans l'e-sport, on traque leur sommeil par ces moyens-là. Oui, obligatoire. Effectivement, ils ne vont pas jouer. Non, dans certaines disciplines, c'est obligatoire, entre guillemets, que d'avoir une observation du sommeil des athlètes ou des sportifs ou de l'e-sport pour tout simplement être plus optimal dans effectivement la performance qui sera délivrée par... Bien sûr, parce que quand tu atteins un niveau de sommeil profond aussi, ta mémoire motrice qui te permet, on va dire, de consolider tes apprentissages, elle est consolidée. Mais il n'y a pas que ça. Quand je te dis que la récupération n'est pas seulement physique, elle est neurologique, c'est parce que les neurosciences, ils permettent aussi de mesurer la fatigue cognitive ou la fatigue cérébrale des gens. Et donc, ça permet de gérer la charge mentale. Et Dieu sait que c'est important, la charge mentale, parce que c'est ça qui permet, en fait, ça permet d'anticiper des burn-out éventuellement. Donc, un joueur, on peut voir quelqu'un, un tenniswoman, un tennisman, un joueur de la NBA aux États-Unis, du basket, du rugby, du foot, qui est bon physiquement, qui a l'air frais, mais qui est mentalement épuisé. Et ça va augmenter, figure-toi, le risque de blessure. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il réagit moins vite pour protéger les articulations. Donc, quand le cerveau est fatigué, mais que le corps n'est pas fatigué, tu as des chances de te blesser encore plus. Parce que si tu veux, ta rapidité cérébrale, elle n'est pas au bon niveau. Elle n'est pas au même niveau. Donc, tu risques de te blesser, on va dire, de manière bête. Mais ce qui est très important aussi, c'est aussi la partie rééducation mentale. Et ça, les sportifs aussi le savent bien. Même les sportifs amateurs, ceux qui courent... quand on parle de la rééducation mentale. Qui font 2 pas en arrière. Et là, je te disais exactement que la fatigue du cerveau pouvait provoquer des blessures, malheureusement, parce que le cerveau réagit moins vite pour protéger les articulations. Mais imagine que tu es aujourd'hui un joueur blessé ou un marathonien blessé, tu ne peux pas courir comme avant. Et ben, tu dois t'entraîner virtuellement par la pensée. Et ça, c'est génial. À ce qui paraît, justement, quand tu visualises en ordonnant mentalement ce mouvement-là, tu t'imagines en train de courir sans bouger le membre qui est blessé, ben, tu maintiens les voies qui sont neuronales actives et tu peux faciliter ton retour à la compétition. Mais je vais citer un exemple qui va dans ce sens. Qui peut faire sourire les pratiquants de musculation vont peut-être être étonnés par une étude effectivement sur ce point précis. Bon, il y a des exercices, par exemple les tractions. Il y en a qui ont pratiqué les tractions mentalement pendant une semaine. Leur performance en termes de charge a augmenté de 15%. Mais complètement. En une semaine, simplement le fait de consacrer 10 à 15 minutes du simple fait d'imaginer effectivement son propre corps être soulevé dans un exercice de traction, ça produisait des résultats
du point de vue des résultats de la performance effectivement sportive. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Oui. Le cerveau est capable de créer des nouvelles connexions à tout moment et à tout âge. Et en fait, aujourd'hui, quand tu utilises des technologies pour la performance comme le NeuroTracker qui est le plus connu, qu'a utilisé Cristiano Ronaldo et d'autres grands joueurs dans la NBA. Alors, le NeuroTracker est le suivant. Par exemple, tu peux utiliser des logiciels qui t'oblige à suivre plusieurs objets en même temps, à des objets qui bougent à toute vitesse. Tu imagines un écran devant toi, tu es câblé et tu suis des objets à toute vitesse. Et à ce qui paraît justement, la vision périphérique de ces joueurs-là s'améliore de jour en jour et leur vitesse de réaction s'améliore de jour en jour. Pourquoi c'est important pour la performance ? Les joueurs de haut niveau le savent. Ils doivent, s'ils ont une vision périphérique importante, t'imagines que tu es au foot, tu regardes en même temps ton objectif qui est le but par exemple ou la passe, tu élargis ton champ de vision, tu regardes en même temps ton coéquipier qui est en train d'arriver sur la droite et sur la gauche, mais tu peux aussi observer ton adversaire s'il essaie de te tacler ou pas ou s'il va faire un mouvement pour t'arrêter ou pas. Donc l'amélioration de la vision périphérique et l'amélioration de ta vitesse de réaction, ce gain de quelques secondes, parce qu'on parle de gain de quelques secondes, il te fait prendre des décisions qui sont plus importantes et du coup tu gagnes en performance. Mais il n'y a pas que ça. Tu sais ce qu'on disait un peu plus tôt, aujourd'hui, il y a une autre technique ou un autre outil qui s'appelle le neurofeedback. Pour mesurer, tu as parlé tout à l'heure des ondes alpha ou de la mesure des ondes cérébrales en temps réel. C'est justement pour arriver à un état de calme pour le cerveau, pour se concentrer et pour apprendre à reproduire cet état à volonté. Pourquoi ils les entraînent avant ? Parce que face à un penalty ou face à un but, on n'aura pas les outils de neurofeedback. Mais comme le cerveau se sera préparé avant et entraîné avant, il sait ce qu'il doit faire pour arriver à cet état de focus et de calme. Alors, il y a une auditrice qui nous a contacté. C'est Madame Kautsal qui est avec nous, d'après ce qu'on me dit, de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour. On est à votre écoute. Alors, bonjour. Ma question, en fait, c'est pas une question, je demande des conseils par rapport à un échec professionnel pour lequel on n'arrive pas à faire le deuil. Donc, concrètement, je travaille dans un domaine très, très passionnant. Donc, je me trouvais énormément dans ce domaine. Il y avait des défis quotidiens par rapport à une femme, seule femme dans le domaine, entourée d'équipes hommes et tout. À un certain moment, il y avait beaucoup de pression. Et pour ne pas dire un complot, je suis arrivée à un seuil ou à un état où peut-être on peut le qualifier de burn-out et j'en pouvais plus. Vous voulez dire qu'on vous a mené la vie dure ? Très très dure. Mais le problème, c'est que j'étais à 2 pas donc d'une grande évolution. Et là, la pression, elle a été triplée par des supérieurs et autres. Donc, je vous épargne le détail. Je suis arrivée à un stade de burn-out et j'ai dû quitter. Donc, ça fait une année là et j'arrive pas à faire le deuil. Surtout que mon entourage ne m'aide pas, à part mon mari bien sûr, qui m'a encouragée à partir parce qu'il vivait avec moi le cauchemar et la souffrance quotidienne. Mais mes parents ne m'encouragent pas trop parce qu'ils voyaient en moi l'exemple et tout, une femme forte et tout. Et le fait de les voir et de voir dans leurs yeux donc le désespoir. Ça me tue quotidiennement. Donc, au point que j'essaie de les éviter. J'arrive pas à m'engager dans le salariat parce que c'était une mauvaise expérience, parce que je suis une femme, j'ai une forte personnalité et tout. J'arrive pas, donc c'était une mauvaise expérience. Mais aussi, je sais pas, des fois je me pose des questions. Est-ce que parce que j'arrive pas à faire le deuil du passé? C'est pas mon conseil. Mais Kautsal, si je peux me permettre, d'abord quand tu vis un échec professionnel, c'est déjà une épreuve en soi. Et là où tu m'as interpellée, c'est également que tu as dit que tu étais la seule femme dans ton domaine. Et ça rajoute une couche supplémentaire, j'allais te dire, de pression psychologique. Parce que quand on a le sentiment de représenter toutes les femmes, ou quand on a peur de donner raison aux préjugés, ou quand nos attentes de nos parents, ce que tu viens de souligner, sont aussi importantes parce qu'ils veulent pour nous la réussite, etc. Mine de rien, ça fout pas mal de pression psychologique, si je peux me permettre. Et donc, quelque part, avec ça, peut-être quand on vit un échec en tant que femme, représentante en quelque sorte la cause féminine dans un domaine qui semble-t-il, a l'air très masculin,
notre échec n'est pas seulement le nôtre. C'est comme si on avait une mission et qu'on ne l'a pas menée à bout. Donc, quelque part, Kauthar, parce que je ne saurais absolument tout décrypter et te conseiller, c'est un grand mot, tout en sachant qu'il faut aller déminer un petit peu ton histoire personnelle, la construction de ton identité à travers ton emploi, parce que ton identité semble aussi très attachée à ton emploi, ce qui est le cas pour beaucoup de gens. Quelque part, il faut commencer par déconstruire l'échec de notre propre identité. Maintenant, il y a quelque part le droit à l'erreur. C'est facile à dire maintenant, mais il faut... quelque part, quand on est excellent, comme semble être Kauthar, quand on est perfectionniste, quand on a toujours réussi, quand on est arrivé à être la seule femme dans un métier ou dans un domaine masculin, c'est parce qu'on a déjà beaucoup d'ambition et c'est parce que, tabarakallah alina, on est déjà très fort. On ne sait pas autoriser l'échec. Et quelque part, quand l'erreur arrive, parce que tout le monde a droit à l'erreur ou à l'échec, le sentiment de Hada est encore plus grand. Parce que quelque part, on a toujours réussi. Donc cet échec-là, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais aussi, il faut gérer la phase d'après, parce qu'on l'a dit dans la phase du deuil, il faut gérer la phase colère et injustice. Oui, mais des fois, il y a eu ce sentiment de complot. Mais des fois, on traîne, on traîne des bagages avec soi, même un an après. Oui. Même des années après, il y a quelque chose qui reste. Et quelque chose... de laquelle on a du mal à se défaire. Et ce que vit Kauthar, et peut-être Kauthar, c'est important que j'ai peut-être ton feedback, c'est qu'il faut aussi analyser ta part de responsabilité versus la part de responsabilité de ton écosystème et de ton environnement. En fait, il y a des choses qui dépendaient de toi. Tes compétences dépendaient de toi, ta présence dépendait de toi, tes choix dépendaient de toi. Mais il y a probablement aussi des choses qui ne dépendaient pas de toi. Oui. Le comportement de tes pairs, de ta hiérarchie, ta culture d'entreprise. Je ne sais pas s'il y avait des éléments de manipulation, des éléments toxiques. Donc, quelque part, cette phase de colère et d'injustice, c'est aussi factuellement et objectivement se dire, moi, j'ai mis des choses sur la table, et j'ai fait bien ce que je pouvais faire à ce moment-là avec les informations que j'avais, mais je ne pouvais pas tout contrôler dans le système, parce qu'il y avait peut-être des choses qui appartenaient au système. Mais aujourd'hui, Kauthar, ce que je peux te dire, c'est une fois que cette phase de colère et d'injustice va être travaillée en notant ce que tu as fait de bien et tes réalisations positives et le fait que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, te dire aussi qu'il y avait des choses qui t'échappaient, que tu ne pouvais pas contrôler et peut-être commencer à, j'allais te dire, pratiquer une forme d'auto-bienveillance et d'autocompassion pour toi-même. C'est-à-dire quelque part que rahma avec toi-même, c'est-à-dire que oui, mais le feu se ravive des fois lorsque on a le sentiment qu'on a déçu les gens qu'on aime. Ses parents, la relation avec les parents est toujours très intense. Alors, des fois, on va chercher simplement à éviter ce regard parce que ce regard ravive le sentiment d'échec. Mais tu sais que très souvent, et on a parlé beaucoup des sportifs de haut niveau, mais l'exemple de Kauthar en tant que manager qui a vécu une forme de deuil, parce qu'il y a une forme de séparation de l'emploi, etc., une forme d'idéalisation aussi de son image et de son identité de professionnel qui a réussi dans un domaine masculin, il y a une stratégie claire qui est le mouvement, qui est une fois qu'on a analysé tout ça à froid, c'est la stratégie d'aller de l'avant. C'est qu'à un moment donné, elle a eu beaucoup de mérite, mais que sa valeur professionnelle n'est pas déterminée et n'est pas figée dans le temps. Et c'est ça la fameuse plasticité cérébrale. Et qu'elle a encore plein de choses à acquérir. Elle a été une femme qui a ouvert la voie dans un domaine précis ou dans une entreprise. Elle peut être encore la femme, sans qu'elle se mette de pression, qui va peut-être ouvrir la voie à autre chose. Il faudrait qu'elle s'autorise à ça. Et à briller de nouveau, peut-être différemment, tu vois. Mais je ne sais pas si vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Je ne sais pas si je confirme. Oui. Oui, effectivement. En fait, le niveau de toxicité de l'entourage était trop élevé. Et moi, je ne suis pas habituée à ce genre de méthode mesquin. Bon, je m'excuse, j'utilise ces mots. Vous avez le droit d'utiliser les mots que vous souhaitez. Malheureusement, mon éducation ne me permettait pas de répondre de la manière... D'ailleurs, l'échec, c'est pas un échec, le fait que l'équipe marocaine ait perdu le match par
bonne foi et à cause de son éducation, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Donc, j'ai vu le match, j'ai vu les réactions, ça m'a rappelé... Voilà, c'est le terme. Je ne suis pas habituée à faire ou agir d'une manière, je ne sais pas comment dirais-je, waqiha, bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit ou est-ce que c'est quelque chose dont on se désole? Pour le moment, excusez-moi, je regrette pas. C'est juste que le match Et tu sais, la Kautar, ce match-là, il a résonné différemment pour beaucoup de gens. Et bien sûr que ceux qui ont vécu la blessure de l'injustice ou de la trahison, le sentiment et l'intensité, parce que en tant qu'être humain, on a des neurones miroirs. On rentre en compassion. Oui. L'équipe nationale, c'est une prolongation de notre identité en tant qu'individuel et collectif. Il porte l'histoire du Maroc quelque part symboliquement, l'histoire des victoires, mais aussi des défaites. Mais c'est pour ça qu'à Kautar, notre capacité à nous relever, on est tombé. On doit savoir tomber, mais on est tombé karama, avec dignité. C'est-à-dire on est tombé sans tomber dans la méchanceté, dans la laideur, dans la noirceur. Parce que c'est facile aussi de tomber dans la noirceur. Maintenant, on doit se dire c'est vraiment la stratégie de la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Parce que quelque part, ta valeur aujourd'hui en tant que femme, en tant que professionnelle, oui, tu as accumulé beaucoup de compétences, et tout ça. Mais ta capacité de rebondir va être importante. C'est-à-dire que aussi on va mesurer on attend notre équipe nationale, Inch'Allah, à partir de juin aux États-Unis. Donc quelque part, oui, on a le droit de tomber. Et j'adorais une judoka qu'on connaissait qui disait que il y a certains athlètes dans des disciplines d'arts martiaux, ils doivent apprendre à tomber. Pour qu'on ne soit pas trop blessé ou trop chagriné ou trop... La difficulté à se relever après va être plus grande. Donc quelque part, oui, pourquoi pas un bilan de compétences, Kautar, aujourd'hui, parce qu'il y a des moyens factuels pour regagner aussi sa confiance en soi de manière positive en se disant « Wesh, quand Hassani, une technique ou là, un comportement, les haja ». Arrêtez de vous mettre trop de pression. Tbarkallah Alik, tu as fait beaucoup de choses et tu vas encore faire beaucoup de choses. Donc, des fois, tu sais, quand on se dit « je suis la seule femme à faire ça », indirectement, là, ça nous met énormément de pression, énormément d'attentes. Et tu as le droit d'être critique envers toi-même, et tu as le droit d'avancer différemment, et tu as le droit d'aller aussi vers des secteurs féminins, pourquoi pas. Et plus encore, quand on n'a pas, disons, évolué dans un milieu où on pouvait faire face à une forme de mesquinerie, de toxicité, ou que sais-je, mais en tout cas de comportements auxquels on n'est pas habitué, quand on observe, ça fait partie du réel, et quand on observe effectivement ce type de comportement avec le temps, probablement dans un certain temps, on peut regarder dans le rétroviseur et se dire j'ai vu, j'ai compris et j'ai appris. Parce que malheureusement, pour reprendre cet exemple sportif, il y en a qui carburent aux mauvais sentiments. Mais tirer le meilleur. Là où Novak Djokovic, je me permets de le reprendre, est très très bon, parce que regardez des interviews, et je parle à toi, Kautar, Novak Djokovic arrivait à garder un calme absolu, alors que le stade entier ou le terrain entier était contre lui. Il le sifflait parce que c'était pas un joueur aimé comme Nadal ou la Federer. C'était un joueur en général qui arrivait et les gens le trouvaient trop arrogant, trop sûr de lui, etc. Et donc imagine qu'il arrivait à maintenir son focus et son calme, les gens le sifflaient. Ça, c'est une compétence qu'on doit tous travailler parce que on va arriver forcément, la vie nous teste, on va arriver dans des environnements qui nous aiment pas ou bien Méchis qui sont volontairement méchants, qui vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. En gros, qu'est-ce qu'on a dans les tripes. Est-ce qu'on est capable de gérer l'adversité et le stress ou pas? Des fois, pour nous confier peut-être des responsabilités plus grandes. Oui. Si on n'arrive pas à gérer la pression, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est un apprentissage.
C'est un feedback. Ouais. Bah, nous, on apprend à gérer le temps. On essaie de faire au mieux. Je vous remercie Merci pour vos conseils. cet échange. Et on reste toujours ouvert, bien entendu, à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Mélim Hello. Et nous parlions de reconditionnement, de plasticité neuronale, de neurosciences. Alors, reconditionnement, c'est-à-dire essayer de se mettre dans des conditions, disons, meilleures pour affronter des situations. Alors, elles peuvent être professionnelles, comme ce qu'on a pu entendre de la part de Madame Kautsar, et dans le sport, se mettre dans les meilleures conditions. On se dit, on se prépare pour être dans les meilleures conditions le jour J. Parce que, de toute façon, il ne faut pas croire que l'intelligence ou bien la persévérance, c'est un stock qui est inné à la naissance ou qui est fixé à la naissance. Tout se développe avec le temps. C'est pour ça que, quelque part, quand tu changes de discours aussi avec toi-même, quand tu changes de discours avec les gens, mais il faut d'abord le changer avec soi-même. Tu vois, par exemple, ce qu'on peut noter chez les uns et les autres, des fois, c'est un sentiment d'impuissance ou c'est une résignation qui est acquise. Mais je suis nul en prise de parole en public, ou là, je suis nul en maths, ou là, à force de se dire je suis pas fait pour quelque chose, ton cerveau finit par le croire. Donc finit par faire une prophétie autoréalisatrice, donc finit par l'accepter. Oui. Et en fait, le cerveau accepte toutes les pensées que tu mets dedans. Donc l'hygiène mentale, c'est pour ça qu'on parle d'hygiène mentale ou de nettoyage ou de conditionnement ou de reconditionnement. Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme pensée dans ton cerveau? Est-ce que tu as envie que tes pensées fassent fleurir des tulipes et des roses et des jardins verdoyants, ou tu as envie que tes pensées fassent fleurir le désert, la mort, les choses comme ça? Et donc c'est vrai que cette qualité de pensée va programmer puissamment le cerveau pour faire des choses ou ne pas faire des choses. Donc, si tu veux, il y a des gens qui se croient, ils se sont câblés pour ne pas réussir des choses. Ils se sont câblés pour ne pas réussir les choses. Or, par exemple, le devoir aujourd'hui de l'enseignant, ou là des parents, ou là des coachs, etc., c'est de pouvoir les inciter à recâbler leur cerveau différemment, à repenser différemment, à prendre du recul sur l'histoire qui se sont racontées. Parce qu'on se raconte tous des histoires, du matin jusqu'au soir. Et donc, nos histoires, si on y croit, si elles sont positives, tant mieux pour nous. Si elles nous poussent à faire des choses positives pour nous et notre écosystème, tabarakallah. Mais si elles nous poussent à se rigidifier, à se figer, à se replier, à s'isoler, ce ne sont pas des histoires écologiques pour nous. Donc, quelque part, on se câble pour l'échec, alors qu'on devrait se câbler pour aller de l'avant. Je ne sais pas si on va réussir, et je ne sais pas comment on va réussir. La réussite dépend de chacun de nous, tu vois. Oui, mais quand effectivement, il est important d'exister, ou de convenir, ou d'être apprécié, c'est entre guillemets un poids supplémentaire qu'on porte sur ses épaules. Ouais. Et quand ce regard-là est important, il peut peser dans la perception qu'on a sur ses propres actions, sur ses propres capacités. Mais c'est pour ça l'autocompassion et l'indulgence doivent s'apprendre tous les jours. Allah yasmah liya, Allah yaghfir liya. Tu sais, c'est des choses que je dis souvent. On dit souvent Allah yasmah liya ou Allah yaghfir liya quand on a des gens qui lire le tof haqna ou qui se sont mal comportés. On dit Allah yasmah liya. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de notre réalité, ils sont ignorants de la réalité. Ils croient dans une projection ou dans un mensonge ou dans une illusion qui se sont forgés. Et nous, envers nous-mêmes, on se crée nos illusions. C'est pour ça qu'on demande le pardon à soi-même aussi souvent, en tant que musulman, et même dans beaucoup de traditions, parce qu'on doit se pardonner des illusions dans lesquelles on s'est enfermé nous-mêmes. Pour recalculer notre trajectoire ou pour embrasser de nouvelles trajectoires, il faut qu'on fasse le deuil de certaines illusions. Oui, mais on grandit avec sa perception, avec la perception de son existence, en n'ayant pas nécessairement à l'esprit toujours cette humilité, parce que nous sommes epsilonesques dans l'univers infini. Et quand effectivement on considère que le monde doit nous convenir, on perd de vue cette distance. Et c'est le fait de ne pas être conscient toujours de cette distance-là qui fait que
Tout simplement, on peut avoir des perceptions extrêmement erronées. On peut se complaire dans l'illusion. On ne peut qu'être dans l'illusion quand on arrive au monde, parce que on a une perception, on a nos cinq sens, et nos cinq sens perçoivent une partie de la réalité qui est infime par rapport à l'infini et complexité et immensité de l'existence. Donc on est dans les illusions quand on est. Et effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand on parlait du deuil, Marim Hello, c'est que c'est une chance d'être frappé, parce que c'est l'occasion de perdre certaines des illusions avec lesquelles on a grandi. C'est une chance aussi de pouvoir accepter rapidement qu'il y a une sagesse et une raison et un sens qui des fois nous échappent, qui des fois nous dépassent, et que peut-être des fois on nous prive dans les vies des gens que j'ai pu accompagner comme dans la mienne. On a pu perdre des gains ou des acquis ou des choses. On a pu perdre des personnes qui nous semblaient indispensables à une période, qui nous semblaient importantes dans une période. Et on a traversé une souffrance et on est ressorti de la souffrance. Mais peut-être pour apprendre qu'on pouvait aussi vivre sans ces personnes-là et sans ces attachements-là, et qu'on pouvait aussi compter plus longtemps sur nous et plus fortement sur nous qu'on le croyait, qu'on avait plus de ressources qu'on ne croyait. Mais c'est ça aussi la vie et les épreuves. Quand je dis douter de soi et que les recherches des neurosciences nous disent attention, ne faites pas confiance à toutes les histoires que vous raconte votre cerveau, c'est pour être moins manipulable. Parce que la manipulation aujourd'hui est très facile, et rentrer dans votre cerveau est devenu trop facile. Oui. J'allais vous dire, avec notre capacité à être des éponges, des vidéos et des reels, des réseaux sociaux. Mais attention, tout ce qu'on voit n'est pas réel. Oui, c'est une partie du réel. Et tout ce qu'on pense de soi-même n'est pas nécessairement réel. Et donc, ce qu'on doit apprendre beaucoup à nos enfants, à nos adolescents, à soi-même, à faire des rappels, coucou, reminder, 5 fois par jour. Attention, ça peut être une illusion. Ce que tu es en train de voir, développe ton esprit critique, développe ta flexibilité mentale. Ce que tu es en train de voir comme critique sur les réseaux sociaux, c'est peut-être une petite partie de la population, mais qui est amplifiée par l'effet des algorithmes. Donc calme-toi, ne pense pas que tu es attaqué de nulle part. Des fois, tout va bien. On a envie de démarrer à la 5e vitesse. Tout va bien parce qu'à force de s'imaginer beaucoup d'ennemis, on peut faire des actes inconscients et des actes qu'on regretterait plus tard. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui a donné lieu aux tragédies qu'on a pu observer dans les stades. Malheureusement, la musique ne détend pas manifestement suffisamment les mœurs. On va en profiter à l'instant même, et on va se retrouver pour la suite et fin de notre émission des experts. Et ceux qui souhaitent prendre la parole durant ces dernières minutes, n'hésitez pas à nous joindre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Marim Hello ce matin, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Et nous parlons du rôle des neurosciences. Alors manifestement, il y avait un neuroscientifique qui vulgarise ce savoir-là sur Internet, mais qui est également chercheur à Stanford, Haberman, qui évoquait effectivement une zone du cerveau qui grandit, entre guillemets, dans la surface, grandit à mesure que nous faisons des choses dont nous n'avons pas spécialement envie. Et cette surface-là est extrêmement rétrécie chez des personnes obèses. Oh my God. Oui. Et donc, de ce point de vue, il y a cette plasticité qui est mesurable d'une certaine façon. Marim Hello. Si on considère le cerveau comme un muscle, effectivement, on peut le muscler autant qu'on peut. Si on peut créer des nouvelles routes ou des nouvelles voies... Cette surface est au maximum chez les sportifs de haut niveau. Justement, ce que les neuroscientifiques ont démenti, c'était cette vieille croyance populaire qu'on utilisait 10% de notre cerveau. C'est un mythe autant que tout se joue avant l'âge de 6 ans, parce que ça fige les choses. Or, les neuroscientifiques disent que non, les expériences, les rencontres, l'évolution, la volonté, l'espoir, l'optimisme peuvent développer tellement de nouvelles connexions neuronales que même les défauts d'attention aujourd'hui, on utilise aussi, tu sais, les outils comme le neurotracker ou le biofeedback ou d'autres outils pour développer la vision périphérique ou pour stimuler davantage l'attention et le focus peuvent être utilisés aujourd'hui pour lutter contre le déficit d'attention, les troubles de déficit d'attention qui touchent énormément d'enfants et d'adolescents aujourd'hui à cause
on ne sait pas à cause de quoi, mais malheureusement, le développement de notre monde apporte du positif, mais apporte aussi du négatif et de la pollution chimique et de la pollution qu'on ingère à travers des aliments et d'autres choses qui ont un impact sur nos performances cognitives. Donc, bien évidemment que l'obésité est un des mâles de ce siècle, comme le stress. Et ça amoindrit, malheureusement, qui dit obésité, dit lourdeur de mouvement, dit lenteur de mouvement, et dit maladies et comorbidités qui sont associées. Et donc, tout ce qui va occuper notre corps plus que nécessaire, tout ce qui va alourdir notre corps plus que nécessaire, va ralentir. C'est une dépense d'énergie. Et ça va être une dépense d'énergie, mais pas sur les choses dont on a besoin, mais malheureusement pour équilibrer, pour compenser aussi des choses. Et du coup, notre cerveau risquerait de tourner au ralenti. Ce sera notre mot de conclusion pour cette émission du jour. Mariam El-Helloul, je te remercie pour ta présence. L'heure est bientôt aux actualités et on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.